Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier cours de système d'exploitation de DUT informatique deuxième année. Cette vidéo doit être visionnée avant la séance en amphi cette semaine. Un quiz sera fait durant cette séance pour vérifier la bonne assimilation des notions présentées ici. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir en arrière, voire à contacter l'intervenant dont le mail s'affiche sur cet écran titre. Voici quelques références utiles sur lesquelles sont basés ce cours. Il est très fortement inspiré du cours de Pierre-Antoine Champin, dispensé en DUT informatique à Villeurbanne. Ensuite, le livre de référence en matière de système d'exploitation est signé Andrew Tannenbaum. Il est disponible à la bibliothèque de l'IUT. Enfin, comme souvent, il y a quelques exemples et applications issus de sources web diverses. Voici le plan du cours de système. Nous verrons, dans un premier temps, tout ce qui touche aux processus et à leur gestion. Nous parlerons de synchronisation et nous illustrerons par quelques schémas classiques. Nous passerons ensuite à la gestion de la mémoire, puis au système de fichiers. L'organisation du cours est la suivante. 3 cours magistraux, sous forme de vidéo comme celui-ci à regarder chez vous, suivi d'une séance de questions-réponses en amphithéâtre. L'objectif est plutôt simple à décrire. Ce cours a pour but de définir le rôle et le fonctionnement général d'un système d'exploitation. En travaux pratiques, nous verrons les bases de la programmation synchrone ou multiprogrammation qui fait intervenir plusieurs processus ou threads. Par rapport au programme du DUT, ce cours s'inscrit dans la suite des cours d'architecture et de programmation mémoire. En résumé, les notions à acquérir sont donc: qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Quelles sont les fonctions et tâches et comment les remplit-il? Cette connaissance est fondamentale pour tout informaticien et plus particulièrement pour un développeur d'applications. En effet, n'oubliez pas qu'une application n'est pas développée pour une machine, mais bien pour un OS. Par exemple, une application Linux ne fonctionnera pas directement sous Windows, même si matériellement c'est la même machine. Bien entendu, ces notions sont également fondamentales pour un administrateur système ainsi qu'un développeur de système d'exploitation, bien que ce dernier cas soit beaucoup plus rare. Tentons de définir ce qu'est un système d'exploitation. Un ordinateur est une architecture complexe. C'est avant tout un assemblage de périphériques physiques totalement hétérogènes. Ces périphériques ne peuvent dialoguer entre eux sans placer une micro-architecture qui va régir les communications dans cette architecture. Pour contrôler directement ces périphériques, il faut utiliser le langage machine, seul langage directement compréhensible par le processeur. Ensuite, à l'usage, l'utilisateur se sert d'outils de bas niveau comme du fenêtrage, des interpréteurs de commandes et des compilateurs, ou des outils de haut niveau qui sont les applications telles que vous les connaissez. Il manque toutefois une étape intermédiaire. Les couches du bas sont dépendantes du matériel, alors que celles du haut ne le sont pas. Afin de pouvoir utiliser des outils de haut niveau sur des périphériques de bas niveau, il faut une couche traductrice. C'est le rôle que tient le système d'exploitation dans un ordinateur. C'est une interface qui permet à l'utilisateur d'utiliser un matériel, même hétérogène, de manière totalement uniforme. Afin de pouvoir remplir cette fonction, un système moderne minimal doit comprendre au moins les 3 éléments suivants. Un noyau, le cœur du système, qui implémente de façon générique la gestion des processus et des ressources, ainsi que le système de fichiers. Des pilotes, qui permettent au système de dialoguer avec le matériel. Les pilotes sont une interface entre le noyau et les périphériques. Et enfin, des appels système, qui implémentent l'interface entre le noyau et les programmes utilisateurs. Les fonctionnalités du noyau ne peuvent donc être appelées que par le biais d'un appel système. Par exemple, détruire un processus, créer un fichier, envoyer un signal, sont tous des appels système. On peut représenter cet OS minimal par un système en couche. L'utilisateur communique avec le noyau par le biais d'appels système. Le noyau effectue le traitement demandé et ou retranscrit alors ses ordres vers le matériel par le biais de pilotes. Un système d'exploitation est donc une couche logicielle dont le rôle est de gérer tous les périphériques et de fournir au programme une interface d'accès simplifiée au matériel. La question de savoir où commence l'OS n'est généralement pas aisée.
Entrons maintenant dans le détail des fonctions d'un système d'exploitation. En premier lieu, on trouve donc l'abstraction du matériel, indispensable pour utiliser un OS facilement. La fonctionnalité suivante est l'arbitrage des ressources. En système, les ressources considérées sont le CPU, la mémoire vive et les périphériques. Le rôle de l'OS est d'arbitrer l'accès à ces ressources entre les différents processus. Dans la mesure du possible, cet accès devrait être à la fois optimal et équitable, ce qui est généralement antinomique. Enfin, d'une manière plus générale, l'OS doit faire en sorte que le matériel soit facilement utilisable et fiable, sans planter ni dérouter l'utilisateur. Détaillons un peu l'abstraction du matériel. Ce terme signifie tout simplement que, par exemple, un ordinateur sous Windows s'utilisera de la même manière quel que soit le type de son processeur ou de sa carte graphique. C'est indispensable pour les utilisateurs, bien sûr, mais aussi pour le développeur, qui ne fera le travail qu'une seule fois et souvent indépendamment du matériel. Dans ce contexte, on ne manipule que des fonctions de haut niveau qui sont toutes indépendantes du matériel. Par exemple, on utilisera la même commande, le même appel système, pour écrire un fichier sur un disque dur ou sur une clé USB, qui utilise pourtant des technologies d'écriture complètement différentes. Bien entendu, c'est le système qui endosse cette complexité à la place du développeur ou de l'utilisateur et qui effectue cette traduction en utilisant les pilotes. Notez que l'abstraction du matériel offre une fonctionnalité intéressante. Les accès aux périphériques sont des entrées-sorties logicielles. Donc, le système peut très bien fournir des périphériques virtuels, c'est-à-dire dépourvus d'instanciation matérielle. C'est le cas avec la mémoire virtuelle, qui consiste à utiliser le disque dur en lieu et place de la RAM. C'est aussi le cas quand vous imprimez en PDF ou quand vous utilisez un RAID logiciel ou encore quand vous partitionnez votre disque. Un seul périphérique physique est vu comme deux périphériques logiques. Penchons-nous maintenant sur l'arbitrage des ressources. Comme nous l'avons dit précédemment, les ressources en système sont la mémoire, le temps CPU et les périphériques. Que se passe-t-il si trois applications essaient d'imprimer en même temps? C'est le rôle du système de faire en sorte que tout se passe bien. S'il y a plusieurs utilisateurs, le besoin de gestion augmente encore. Il est donc fondamental pour le système de savoir qui utilise quoi. Cet arbitrage doit être optimal et intègre. L'optimalité se traduit souvent en termes équitables. Tous les processus doivent pouvoir avoir accès aux ressources dans le temps le plus court possible. Cet accès doit se faire de manière intègre. Le processus accédant ne doit pas corrompre le fonctionnement de la ressource et la stabilité du système. Il y a généralement deux dimensions dans le partage des ressources, la dimension temporelle et la dimension spatiale. En multiplexage temporel, chaque processus attend son tour pour utiliser la ressource, il l'utilise pendant un temps donné fixé à l'avance. En multiplexage spatial, les processus se voient allouer chacun un petit bout de ressources. L'exemple le plus courant de multiplexage spatial est le partage de la mémoire entre processus. On parle de segmentation de la mémoire. Un système d'exploitation se doit également d'être robuste. Robuste signifie qu'il doit résister, dans la mesure du possible, aux imprévus matériels et logiciels qui peuvent se produire. La robustesse matérielle met à profit l'abstraction. Cette dernière permet de remplacer un matériel défectueux sans que cela perturbe outre mesure le fonctionnement de la machine. La robustesse logicielle implique que le système doit contenir au mieux les défaillances logicielles. Cela peut être des problèmes involontaires, comme des plantages ou des bugs, ou bien des problèmes volontaires, comme des attaques ou des virus. Enfin, le système d'exploitation se doit d'être utilisable. Son interface doit être facile d'accès tout en étant puissante. L'idéal est d'effectuer les traitements les plus évolués possibles avec les manipulations les plus simples possibles. Terminons cette introduction en évoquant quelques familles de systèmes d'exploitation. Ce que nous connaissons le mieux, les systèmes personnels, sont loin d'être les seuls. Il existe également des systèmes pour mainframe, des OS serveurs, des OS temps réel et des OS embarqués. Nous allons brièvement décrire chaque famille. Un système pour mainframe
est destiné à être utilisé par une ferme de calcul ou un superordinateur. La principale différence avec un ordinateur personnel est la taille des entrées-sorties. Un mainframe a couramment plusieurs téraoctets de mémoire. Il doit également gérer un très grand nombre de processus. La plupart du temps, un tel système ne s'utilise pas de manière interactive. Les requêtes sont mises dans une file d'attente et sont traitées dans leur ordre d'arrivée, potentiellement plusieurs heures après la requête elle-même. OS 390 d'IBM est un système pour mainframe. Un système pour serveur offre les mêmes fonctions qu'un OS de mainframe, mais est plus focalisé sur les ressources mémoire et disques que sur les ressources CPU. Un OS serveur sait gérer un très grand nombre d'utilisateurs et de requêtes simultanément, et est optimisé dans ce sens. Il assure un partage équitable des ressources matérielles et logicielles entre tous les utilisateurs. Globalement, il est donc plus robuste qu'un système personnel. Windows Server ou Unix sont des exemples d'OS serveur. Notons que de nos jours, la distinction entre système personnel et système serveur est de plus en plus ténue. Par exemple, il n'y a plus de distinction qui est faite pour Windows. Passons rapidement sur le système personnel, qui est le plus connu. Sa fonctionnalité principale est de fournir une interface puissante et conviviale, de manière à pouvoir être utilisée de façon interactive. Vous connaissez tous les plus répandus, qui sont Windows, Linux et macOS. Notez que les OS mobiles, comme Android et iOS, sont bien des OS personnels. Ils utilisent simplement un peu moins de ressources. Un OS embarqué est physiquement présent dans une machine dédiée à une tâche bien particulière, électroménager, machine-outil, robotique ou domotique par exemple. Généralement, il est inscrit en dur dans la ROM et ne change donc pas. Les contraintes sur ces OS sont très fortes. Les capacités et ressources disponibles sont très réduites et ils sont généralement largement moins évolués qu'un système d'exploitation personnel. Nous utiliserons un OS embarqué en TP, Helium, et nous en profiterons même pour le modifier. Terminons rapidement sur les OS temps réel, qui sont pensés pour gérer des contraintes de temps très fortes. Un tel OS doit garantir une réponse en temps constant, quelle que soit la requête. Il doit également absolument garantir la stabilité de l'OS et ne doit jamais planter. Imaginez les conséquences sur les systèmes de freinage d'une voiture, par exemple. Un tel OS est principalement utilisé dans des systèmes industriels. Les plus connus sont QNX, LynxOS, Drops ou encore Nucleus. Voilà pour les notions générales. Nous allons maintenant attaquer les différentes fonctionnalités d'un système d'exploitation et leur fonctionnement, en commençant par la gestion des processus. Comme il est important de savoir de quoi on parle, voici quelques définitions. Il ne faut pas confondre programme et processus. Un programme est une séquence d'instructions machine stockée en mémoire. C'est une notion statique qui n'évolue pas dans le temps. Si cette suite d'instructions est sur disque, cela s'appelle un fichier exécutable. Un processus est le résultat de l'exécution d'un programme. C'est une notion dynamique qui va changer au cours du temps. Le SE gère les processus. Sa tâche la plus élémentaire est donc de garder une trace de tous les processus et des ressources utilisées. Mais ce n'est pas tout. Dans tout système multitâche, il faut isoler les processus les uns des autres. C'est nécessaire pour l'abstraction. Un processus ne doit pas avoir conscience qu'il cohabite avec d'autres processus. Le système lui alloue son propre espace mémoire et son propre contexte d'exécution. C'est aussi nécessaire pour des raisons de sécurité. Un processus ne peut aller empiéter sur l'espace d'un autre processus, sauf volonté expresse du développeur. Dans cette optique, il faut prévoir des outils permettant au processus de communiquer entre eux. Afin de décrire un processus, le SE stocke au minimum une identité matérialisée par un numéro nommé PID ou Process ID. À chaque processus est également associé un état, que nous allons détailler plus loin. Enfin, la liste des ressources utilisées est maintenue avec le temps processeur
les fichiers ouverts, les zones mémoire allouées, etc. L'intégralité de ces informations est stockée dans une zone appelée contexte du processus. Vous pouvez facilement avoir accès à ces informations sous n'importe quel système d'exploitation. Sous Windows, une pression sur CTRL-ALT-suppression permet d'afficher le gestionnaire de tâches. Chaque processus y est listé avec les ressources associées. Parmi les informations stockées dans le contexte, il y a l'état du processus. Il en existe trois, représentés sur cette figure. Un processus en exécution est, comme son nom l'indique, en cours d'exécution sur le processeur. Un processus prêt est en attente d'être choisi par le système pour avoir accès au processeur. S'il attend trop longtemps, on dit qu'il est en famine. Enfin, un processus bloqué ne peut poursuivre son exécution car il est en attente d'un événement extérieur. Par exemple, il est dépendant de la réponse d'un autre processus ou alors il attend un périphérique. Les flèches sur le diagramme représentent les transitions possibles entre les différents états d'un processus. Un processus en exécution peut se retrouver bloqué, par exemple par une interruption, ou se retrouver prêt parce qu'il a été arrêté par l'ordonnanceur. Un processus bloqué peut repasser dans l'état prêt, par exemple s'il a eu la réponse qu'il attendait. Enfin, un processus prêt peut devenir en exécution. Par contre, un processus prêt ne peut pas passer dans l'état bloqué. De la même manière, un processus bloqué ne peut pas passer directement en exécution. Il doit nécessairement repasser par l'état prêt. Le système d'exploitation a aussi pour rôle de choisir quels sont les processus qui vont avoir accès au processeur. Cette tâche s'appelle l'ordonnancement, et c'est une des plus importantes pour le bon fonctionnement d'un ordinateur. Bien entendu, seuls les processus prêts peuvent être ordonnancés. Un processus bloqué attend un événement extérieur et ne saurait que faire du processeur. Via l'ordonnancement, le système d'exploitation décide qui a accès au processeur et pour combien de temps. On parle de politique d'ordonnancement pour cet algorithme. Nous en verrons quelques-unes un peu plus tard dans ce cours. La création d'un processus est un peu particulière. En fait, seul le premier processus est créé from scratch par le système. Sous Unix, il s'appelle init. Les autres processus ont tous été engendrés par un père. L'identifiant du père fait d'ailleurs partie du contexte sous le nom PPID. Pour créer un nouveau processus, il faut donc engendrer un processus fils avec la commande fork en C, puis changer le programme avec la commande exec. Quelques rappels sur la notion d'interruption. Ce concept est à la base du multitâche. Une interruption, comme son nom l'indique, permet d'interrompre un processus. Elle peut être lancée par un autre processus ou par un périphérique. Les interruptions sont gérées par un gestionnaire d'interruptions qui fonctionne de la manière suivante. Il arrête le premier processus en conservant son état, c'est-à-dire en sauvegardant son contexte. Il exécute le deuxième, puis il reprend le premier programme là où il était interrompu en restaurant son contexte. Le système met à disposition des primitives permettant aux processus de communiquer entre eux. Ces primitives servent principalement à deux choses. À régler les problèmes de concurrence d'une part, qui peuvent survenir lorsque deux ou plus processus essaient d'accéder à la même ressource en même temps, et à synchroniser les processus lorsque le résultat de l'exécution du premier est nécessaire pour le fonctionnement du deuxième. Il faut alors séquentialiser leur exécution. Le terme consacré pour les primitives de communication est IPC, qui signifie Interprocess Communication. Il y a différents types de primitives de communication. Les barrières, les signaux, les tubes, les sockets et les sémaphores. Nous aurons l'occasion de les utiliser en TP. Les primitives de plus haut niveau se nomment moniteurs, mais nous ne les utiliserons pas cette année. Détaillons maintenant chaque type de primitive. La barrière permet de synchroniser les processus
par rapport à une phase à atteindre dans l'application. Le principe est le suivant. Aucun processus ne peut entrer dans la phase suivante de l'application tant que tous les autres ne sont pas prêts à y entrer. La barrière fonctionne de la manière suivante. Elle ne peut être franchie que si tous les processus y sont arrivés et sont en attente. Les signaux sont similaires aux interruptions, mais fournis par le système d'exploitation. Ce sont des messages envoyés d'un processus à un autre sous la forme d'un entier. Le programme du processus comprend un gestionnaire de signaux qui va définir le comportement du processus lors de la réception d'un signal. Un processus peut envoyer un signal ou se mettre en attente d'un signal. Dans ce dernier cas, il sera bloqué ou suspendu et ne se réveillera que lors de la réception du signal attendu. Notez qu'un processus peut très bien avoir un gestionnaire différent pour chaque valeur de signal. Le signal le plus connu est 9, celui qui est utilisé par la commande kill en Unix. C'est un signal qui permet de tuer un processus. Le tube, ou pipe, ne doit pas vous être totalement inconnu. Cette primitive permet de transmettre un flux d'octets de la sortie d'un processus vers l'entrée d'un autre. C'est ce que vous utilisez pour chaîner deux commandes avec l'interpréteur de commandes sous Unix. Un tube est unilatéral. Il est ouvert en écriture à une extrémité et en lecture à l'autre. L'information ne transite donc que dans un seul sens. Enfin, les sockets peuvent être vus comme une généralisation des tubes. Elles se comportent comme deux tubes de direction opposée et permettent donc une communication bilatérale. Autre différence par rapport à un tube, les sockets fonctionnent entre deux machines distantes, avec des OS et des architectures différentes. Lorsqu'elle est implémentée par TCP, une socket est identifiée par une adresse de transport constituée d'une adresse IP et d'un numéro de port.